Bonjour à tous. On va laisser quelques secondes aux gens d'arriver pendant le début du webinaire. On va prendre quelques petites minutes là, pour que les gens puissent arriver. Par respect pour tout le monde qui sont arrivés à l'heure, on va débuter le webinaire. Pour votre information, c'est enregistré, donc nous n'avons pas accès à votre non-verbal, on n'a pas accès à votre caméra, vous ne pouvez pas parler là, justement parce qu'on veut pouvoir réutiliser le webinaire. Pour les personnes qui seront absentes. Là. Donc, enchantée, je me présente. Je suis Irène Sanson, je suis psychologue organisationnelle chez Humance. Depuis plus de 4 ans maintenant, là, je navigue d'équipe en équipe et j'ai finalement atterri en transformation et stratégie organisationnelle. Puis, je suis chef de produit là, depuis quelques mois là, du référentiel en ligne. Aujourd'hui, pour qu'on se rencontre, là, je suis très heureuse de vous présenter les optimisations là, avec ma collègue Annie qui va se présenter dans quelques instants. Là. Donc, moi, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui là, pour pouvoir vous présenter ces petites optimisations qui, selon moi, vont pouvoir faciliter peut-être votre travail là, au quotidien. Donc, je vais laisser sans plus tarder ma collègue Annie de se présenter. Alors, bonjour à tous. Annie Pro, psychologue organisationnelle chez Immense et sa filiale d'ITEC depuis plus de 4 ans. Puis en fait, ce que j'aime faire dans mon rôle, là, vraiment, c'est venir vulgariser la science. Puis je vais le faire vraiment de différentes façons. Soit en développant des outils, comme celui qu'on vient vous présenter aujourd'hui, ou aussi en offrant de la formation. Je vois certains d'entre vous que j'ai déjà eu l'occasion de former par le passé. Puis sinon, en faisant des webinaires, comme on fait aujourd'hui. Et aussi, je vais même vulgariser les données, donc en faisant de l'analytique de données appliquée à des problèmes concrets que vivent nos clients. Quelques informations aussi pour vous là, pour l'utilisation de la plateforme aujourd'hui. En fait, c'est vraiment un webinaire qui se veut vraiment très interactif. Même si on ne peut pas vous voir, on a des questions de sondage qu'on va vous porter à l'écran. Puis on a aussi des questions qu'on va vous adresser, qu'on vous invitera à répondre dans la section questions et réponses, dont le Q et le R que vous voyez au bas de votre écran. Puis si jamais vous avez des commentaires autres, bien, vous pouvez aussi les mettre dans le chat, là, mais vraiment là où on vous invite à répondre à nos questions ou à poser des questions, c'est vraiment dans dans la section questions et réponses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui? Bien, en fait, on veut vraiment vous présenter c'est quoi qui a motivé tous ces changements-là. C'est quoi les besoins auxquels on a voulu répondre en créant chacun de ces changements-là. On veut aussi vous détailler les optimisations du contenu qu'on est venu faire dans un format interactif, comme je disais tantôt. Là. Donc, vraiment, on va vous demander de parler d'expériences concrètes que vous avez vécues par le passé. N'hésitez pas à répondre dans la section questions et réponses. Et on va aussi vous présenter des bonnes pratiques selon nos différents experts. Donc, le référentiel de compétences s'inscrit dans notre pratique d'évaluation là, chez Humance. Là, comme vous savez, on l'utilise, c'est vraiment notre trame de fond. Là. Puis, notre pratique, notre mission, c'est vraiment de ne pas se contenter d'évaluer les gens, mais de les rencontrer, d'apprendre à les connaître. On essaye de les aider de l'avant. Puis, c'est un peu tout ça qui guide les optimisations qu'on a fait à travers le référentiel de compétences. Puis, comme Annie l'a mentionné, ça se veut vraiment interactif, là, même si on n'a pas accès à vous. Là, le but, c'est d'aller rechercher aussi le pouls chez vous, de savoir est-ce que c'est pertinent pour vous, est-ce que on peut amener ça plus loin. Là? Donc, pour moi, dans le cadre de mon travail, là, qu'est-ce que j'aime le plus, là, c'est vraiment de sentir que qu'est-ce qu'on fait, ça aide nos clients à améliorer leur quotidien. Là. Donc, vraiment, là, aujourd'hui, le but, là, c'est d'aller chercher un peu votre impression là, sur les différentes optimisations. Puis, c'est un peu à partir de ça là, aussi qui ont guidé c'est cette réflexion-là qui a guidé les optimisations derrière tout ça. Là. Donc, pour votre information, là, si Annie, tu changes de slide, euh, qu'est-ce qui a guidé nos optimisations? Puis les optimisations sont alignées là, justement pour avoir un langage qui est plus commun à travers vous et les personnes que vous allez évaluer. On a aussi été chercher des différentes données récentes là, sur les meilleures pratiques, sur aussi la réalité là, qui a changé là, dans les dernières années.
Puis, on veut que vous vous sentiez davantage outillés, là, justement, là, pour accompagner l'intégration des nouvelles ressources, mais aussi leur développement. Donc, tout ça, c'est vraiment guidé en fonction d'un sondage qui avait été fait là, au printemps dernier pour aller chercher qu'est-ce qui aurait pu être fait davantage, qu'est-ce qu'on peut faire de plus sur notre optimisation, sur notre référentiel pour l'optimiser. Puis, on veut toujours être en constante évolution avec vous pour pouvoir continuer à discuter de ça. Exactement. Donc, si vous avez des commentaires à faire aujourd'hui, là, on est vraiment preneurs. On peut toujours optimiser nos outils. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Puis, en fait, les changements qu'on vient vous présenter aujourd'hui, bien, on voulait vous présenter pourquoi on pense que ça peut avoir vraiment une valeur ajoutée dans le cadre de vos interventions. D'une part, en fait, c'est vraiment des changements qui peuvent vous aider à avoir une lunette plus précise puis adaptée au contexte actuel, en fait, pour mieux orienter vos actions. Ce que je veux dire par contexte actuel, c'est que, ben, malgré la pandémie, en fait, ce qu'on voit, c'est que la pénurie de la main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est encore très présent. Donc, vous, en fait, ça peut être sans doute très important de garder vos ressources motivées, de vraiment favoriser la rétention de vos employés, puis aussi d'être capable de voir le potentiel de certains candidats qui sont peut-être pas encore rendus là où vous le souhaiteriez, mais qui ont tout le potentiel clé pour se rendre là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a vraiment fait des questions d'entrevue pertinentes pour ça avec des mises en situation. On vous a fait des pistes de développement encore plus riches pour vraiment garder vos gens motivés puis voir le potentiel. Donc, on va vous en dire un peu plus dans les prochaines diapositives. Comme Irène disait, c'est vraiment des outils dont il va y avoir un langage intégré, du plan de développement pour les questions d'entrevue, donc vraiment dans un langage commun. Donc, beaucoup d'outils à cet effet-là. Et aussi, dans le fond, on veut vraiment bien vous aider à mieux cibler c'est quoi les éléments qui vont faire une différence dans la sélection, l'intégration, puis le développement pour orienter vos prochains pas à faire. Donc, si on va dans l'optimisation du contenu, là, en fait, on a fait 3 grandes catégories d'optimisation. Là. On a d'abord optimisé certaines compétences, on a aussi optimisé les questions d'entrevue et on a optimisé les pistes de développement. D'abord, si on commence par les compétences, on va passer assez plus à vol d'oiseau aujourd'hui sur les compétences pour ne pas aller chercher le fin détail de chacune des compétences. À la fin du webinaire, on va vous envoyer là, justement un document là, qui présente toutes les différences au niveau des compétences. Puis, au niveau des compétences, il y a aussi trois types d'optimisation qui ont été faits. D'abord, des optimisations, soit seulement sur le nom de la compétence qui aurait pu changer, des optimisations aussi dans la définition qui est peut-être plus globale et des définitions, des changements au niveau des facettes et des angles comportementales. Donc, au total, il y a 9 compétences qui ont été touchées, là, comme vous pouvez voir. Il y en a 4 dans la vision, 2 dans la gestion de soi. Entre la réalisation et la relation, il y a 2 compétences et il y a une compétence qui est entre la vision et la réalisation. Ces changements sont vraiment basés sur un peu les commentaires de nos clients, sur aussi qu'est-ce qu'on voit dans la littérature, puis aussi en fonction de la nouvelle réalité du marché. Le but de ces optimisations-là ont été pour avoir une lunette un petit peu plus précise, là, comme Annie l'a mentionné, là, sur comment on vient mesurer une certaine compétence, comment on vient tenir compte de certaines facettes qui étaient peut-être moins présentes là, au départ. Là. Donc, pour vous, ça n'a pas nécessairement d'impact sur votre travail, mais ça va vous permettre de mieux cibler les compétences puis de tenir en compte plus d'éléments par rapport à ces compétences-là. Donc, si on regarde des exemples de changements qui ont été apportés, il y a, par exemple, la compétence qui s'appelait qualité du jugement, qui s'appelle maintenant qualité des décisions. On a eu plusieurs commentaires là, de nos clients qui reflétaient là, justement, qui étaient moins à l'aise, par exemple, de donner une piste de développement qui s'appelait qualité du jugement. Ça pouvait sembler un petit peu peut-être ils se sentaient plus mal à l'aise justement de leur envoyer puis leur dire ah ben tu manques peut-être de jugement, voici une piste justement pour te développer. Donc quand on regarde effectivement là, les définitions qui sont à travers la compétence qui s'appelait anciennement qualité du jugement, on parle plus de la qualité des décisions.
Donc, le temps, là, justement, à réfléchir, à prendre la meilleure décision possible. Là. Donc, on est plus dans qualité de décision maintenant et non qualité de jugement. Donc, ça vient vraiment refléter un petit peu plus peut-être l'expérience que les gens vivaient à travers tout ça. Puis, c'est aussi plus précis en fonction de notre définition. Donc, comme vous pouvez voir, ce n'est pas un très gros changement, mais qui va faire peut-être une grande différence pour certaines personnes là, qui étaient moins à l'aise d'utiliser cette compétence-là historiquement. Si on regarde un deuxième exemple là, qui a été changé, il y a la compétence courage d'agir. Au niveau de la compétence courage d'agir, on peut voir qu'au début, la compétence, elle était davantage dans j'assume mes positions, je suis imputable de ça, mais il y avait moins la notion peut-être d'intervenir, de donner de la rétroaction qui était présente, mais un petit peu plus effacée. Maintenant, on a vraiment plus mis une facette, la troisième facette, là, qui est vraiment plus dans l'action. Là. On fournit de la rétroaction, d'amélioration, on gère les défis organisationnels et de performance. Là. Donc, on est plus dans oui, j'assume qu'est-ce que je dis, mais je passe à l'action davantage. Donc, on est venu raffiner un petit peu là, justement cette facette-là pour que ça soit davantage là, justement représentatif là, de qu'est-ce que ça veut réellement dire du courage d'agir. Quand on passe à un autre exemple où on a changé les ancres comportementales, en fait, ici, on a aussi un changement dans la compétence qui s'appelle élaboration de stratégie. Dans le fond, qu'est-ce qu'on remarquait là, avec la littérature, c'est qu'on avait omis dans l'ancienne définition qu'il n'y avait pas l'évaluation de la notion du risque. Donc, on élaborait des stratégies, mais on ne prenait pas en compte quel est le risque actuel, là, justement, de déployer cette stratégie-là. Puis, on est venu rajouter cette facette-là. Donc, on vient rajouter, là, justement, dans la première facette, la notion du risque pour voir si on fait la personne fait plus une analyse d'impact. Comme vous pouvez voir, là, ici, le changement, il est plus, c'est un ajout. Donc, ça vous permet d'aller tenir compte d'une nouveauté là, dans la compétence. Donc, comme vous avez pu remarquer, là, les changements ne sont pas très gros, mais ça permet d'avoir vraiment un regard un petit peu plus précis à certains égards, puis même des fois de venir me nuancer un petit peu plus aussi à d'autres égards. Là. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le but de vous présenter ces optimisations au niveau des compétences, c'était plus de passer un survol pour vous montrer qu'il y a des petits changements. On essaie de se garder au bout du jour. On essaie justement d'être le plus collé sur la réalité des marchés. Puis, c'est des petits changements qui vont peut-être vous aider là, à ce que ça soit plus facilitant pour vous. Donc, peut-être avant d'aller à la prochaine section, là, justement, on n'a pas accès à votre non-verbal, on n'a pas accès justement à vos paroles. Peut-être je vous invite à partager dans le chat si vous avez des commentaires, des questions, même des encouragements à nous faire là, concernant ces changements-là pour l'optimisation des compétences. On va vous laisser quelques temps pour peut-être prendre le temps d'écrire vos questions et après, on va poursuivre. Donc, en fait, on a des commentaires comme de quoi ça c'est très bien les changements. Donc, merci beaucoup. Irène, pendant ce temps-là, pendant le temps que les gens écrivent, est-ce que tu peux nous parler d'à quel moment les changements vont être mis en place? Oui, tout à fait. En fait, certains changements sont déjà en place, disponibles sur votre plateforme. Là, justement, le contenu des compétences sont disponibles sur le référentiel en ligne. Il y a certains changements qui vont se terminer. Là, on est dans les fins détails là, de la programmation. Là, au début de la semaine prochaine, là, tout devrait être effectif. Parfait, super. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont hâte. Parfait, donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, donc on va poursuivre. Donc, on en arrive aux questions d'entrevue. 3 principaux changements aux questions d'entrevue. Donc, le premier, c'est l'ajout de remarques pour l'intervieweur. Donc, je vais vous en dire un peu plus dans quelques instants. Puis, on a aussi catégorisé les questions entre contributeurs individuels et gestionnaires pour vous aider à être encore plus efficace. Je vais aussi vous en glisser un mot. Et on a intégré des mises en situation à nos questions comportementales. Donc, premier changement, les remarques pour l'intervieweur. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on souhaitait vous aider à avoir une perspective encore plus holistique de chacun de vos candidats.
Donc, de ne pas seulement attendre d'être arrivé à la question capacité de synthèse pour pouvoir l'évaluer, mais plutôt donner certains indices d'éléments regardés durant l'entrevue, peut-être même des fois avant, dans le CV de votre candidat ou d'autres éléments, pour vraiment que vous voyez le candidat dans son ensemble, puis qu'on ne fait pas juste cocher des cases quand on pose la question, mais plutôt qu'on ait plein de choses à regarder tout au long de l'entrevue. Donc, je vous donne un exemple ici, il y a capacité de synthèse. Donc, ici, c'est venir observer la synthèse des éléments du CV. Ça peut être assez révélateur. Est-ce que la personne présente chaque étape de sa carrière de façon claire et succincte ou est-ce qu'elle inclut trop de détails? C'est quand même un bon indicateur. Puis, est-ce qu'elle conclut chaque rôle avec un résumé des apprentissages pertinents durant l'entrevue, par exemple? Si on regarde du côté qualité de jugement, observez bien les sujets de la personne choisie durant l'entrevue. Est-ce qu'ils sont pertinents pour le poste, pour le rôle et pour ce que vous recherchez en tant que gestionnaire? Donc, deuxième changement qu'on a fait pour vous aider, en fait, c'est qu'on est venu placer les questions comme étant des questions soit pour contributeurs individuels ou des questions plus spécifiques pour gestionnaires. Parce que des fois, ça peut être dur quand on regarde nos questions de se dire, ben, est-ce que ça, le niveau de difficulté ou le type de question, est-ce que c'est approprié pour un gestionnaire? Je ne suis pas certain. Est-ce que celle-là, je devrais la dire à un contributeur individuel? Des fois, ça peut être un peu plus dur. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a vraiment fait différentes questions pour chacun des niveaux pour vous aider à être plus efficace là, à choisir les bonnes questions appropriées à chacun des candidats que vous allez avoir devant. Donc, ici, vous avez un exemple avec contributeur individuel. Donc, pour le courage d'agir, dans la première, on va plus leur dire, parlez-moi d'une situation où vous avez dû confronter votre leadership à celui d'un père, donc de égal à égal. Alors que dans gestionnaire, ça va être plus, donnez-moi un exemple d'une situation où vous avez dû imposer des limites et faire preuve de fermeté avec un employé. Donc, là, on est plus dans une relation un peu plus de supériorité, moins d'égal à égal. Donc, différentes questions pour que la personne puisse vous répondre pour cette compétence-là, mais appropriée à ses expériences passées selon son niveau. Et le dernier changement, c'est au niveau des mises en situation. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé des mises en situation qui s'ajoutent, en fait, aux questions comportementales. Un exemple de mise en situation, c'est pour la planification, par exemple, le comité de direction vous demande de déployer un nouveau produit ou service. Comment planifiez-vous les étapes? Donc, c'est vraiment une question où on demande, en fait, à la personne de dire qu'est-ce qu'elle ferait dans ce type de situation-là. Donc, c'est vraiment une situation hypothétique que là où la candidate est susceptible de rencontrer une fois en poste, puis on lui demande de dire, ben, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Encore une fois, mettons ici, on a un exemple. Vous venez tout juste d'être embauché. Un bon client vous confie qu'il n'aime pas beaucoup de la façon dont votre collègue interagit avec lui, mais vous demande de n'en parler à personne. Que faites-vous? Donc, c'est vraiment hypothétiquement parlant, qu'est-ce que cette personne-là pourrait faire? Alors que la question comportementale, on demande de dire à la personne, non, non, mais dans des vraies situations que tu as déjà vécues par le passé, parle-moi-en pour venir évaluer différentes compétences, comme ici la qualité de jugement. Donc, si la question, par exemple, ce serait, parlez-moi d'une situation que vous avez prise, d'une décision que vous avez prise et dont vous êtes fier. Donc, deux différents types de questions. Selon vous, dans quel contexte vous est-il préférable d'utiliser les mises en situation plutôt que les questions comportementales? Et c'est une grosse question. Donc, pendant que vous êtes en train de prendre le temps de répondre à cette question-là, j'inviterai Irène à me partager une expérience de son vécu dans lequel elle a utilisé une plutôt que l'autre. Bien, tout à fait. En fait, c'est arrivé très, très récemment, là, dans le cadre de mon travail, j'ai à faire plusieurs évaluations de potentiel. Donc, de passer des gens en entrevue, le client voulait, par exemple, là, qu'on mesure, c'était ses habiletés de planification, mais par rapport à des éléments très précis, là, justement. Puis, il ne les avait jamais fait. C'est un candidat où il y avait peu d'expérience, il ne les avait jamais fait. Là, donc, au lieu de lui poser une question comportementale là, par rapport à des situations très précises, sachant qu'il n'avait pas eu cette expérience-là, j'avais posé une question plus situationnelle pour aller chercher là, justement comment il s'aurait pris pour gérer la situation. Donc, ça, c'est un exemple là, qui est ressorti là, justement la semaine dernière. Ah, ben, c'est vraiment intéressant. Donc, ce que je retiens un peu de
de ton exemple, là, c'est quand les gens n'ont pas d'expérience, des fois, ça peut être quand même clé de leur poser cette question-là. J'imagine peut être un peu moins confrontante que parle-moi d'une situation où tu as vécu ça, puis que la personne, visiblement, à bord référé à son emploi étudiant, peut-être, elle n'aura peut-être pas de réponse à nous donner. Ben tout à fait. Puis souvent, c'est que ça va ressortir là, davantage, là, comme tu l'as dit, des gens qui ont moins d'expérience. Qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que je vais préparer 2 canevas d'entrevue pour ce genre de situation. Des fois, ça m'arrive de préparer un canevas d'entrevue qui est presque que comportemental, mais que je réalise que la personne qui est en face de moi n'arrive pas à me trouver des exemples concrets parce qu'elle ne l'a pas vécu. Donc, je m'adapte à la situation, puis je vais dire, ah ben dans le fond, si on parle de façon hypothétique, comment on aurait pu réagir dans tel type de situation. Ça nous permet d'aller chercher au moins son niveau de connaissance par rapport à la situation, même si on n'a pas d'exemple concret. Exact, son niveau de connaissance, ses réflexes. Donc, je pense que c'est un ajout très, très intéressant, cet effet-là. Je ne vois pas de réponse apparaître à l'écran. Donc, je vous laisse peut-être 15 secondes. Si je ne vois rien apparaître, je vais passer aux réponses qu'on a formulées pour vous. Je me lance, puis s'il y en a qui apparaissent, je vais pouvoir poursuivre avec eux. Donc, c'est quoi les avantages des mises en situation? Puis c'est quoi les avantages des questions comportementales? Bien, d'une part, au niveau des mises en situation c'est exactement ici la réponse que Irène nous a fournie, là, c'est utile lorsque les candidats ils ont peut-être peu d'expérience parce que ça permet vraiment de voir c'est quoi les réflexes, c'est quoi les connaissances d'une personne. Puis, ils ne vont pas être désavantagés par rapport à une autre personne qui aurait plus d'expérience, là. Donc, ça peut être très intéressant à ce niveau-là, tout dépendant du type de poste que vous avez à combler. Des fois, vous pouvez peut-être y aller avec le potentiel, en fait, des gens que vous avez à évaluer. Puis, dans un contexte de pénurie de la main-d'œuvre, des fois, de pouvoir bien cibler c'est quoi le potentiel, ça peut être clé parce qu'on n'a pas accès à à des multitudes de candidatures. Deuxième avantage, ça peut être apprécié lorsque plusieurs candidats doivent être évalués en même temps pour un même poste. Donc, si vous avez un recrutement vraiment de masse et vous voulez évaluer plein de monde pour le même poste, d'avoir des mises en situation, l'avantage que ça va avoir pour vous, c'est que les réponses de chacun des candidats, vu que c'est la même mise en situation, va être plus facilement comparable que si un candidat vous parle d'une expérience donnée dans un contexte X, l'autre dans un contexte Y avec différents enjeux. C'est plus difficile à comparer. Donc, pour un recrutement de masse, vraiment, les mises en situation peuvent être vraiment appréciées. Et aussi, veux pas, il y a certains de vos candidats que peut-être qui ont passé plusieurs entrevues puis qui sont habitués de se faire dire parle-moi d'une situation où tu as été un bon collaborateur. Parle-moi d'une situation où tu as bien planifié. Fait que là, ils arrivent avec leurs réponses, là, toutes faites, ils se sont bien préparés. Ça se peut qu'ils vont performer beaucoup mieux que quelqu'un qui, une de ses premières entrevues de ce type-là, ça faisait longtemps qu'il est en poste, il n'est pas familier avec les, avec beaucoup d'entrevues, fait qu'il a peut-être pas préparé ses réponses, ça se peut qu'il cherche un peu plus que l'autre personne. Donc, si vous êtes dans un contexte où vous ne voulez pas désavantager les gens qui sont moins habitués aux questions comportementales, ça peut être intéressant d'avoir des mises en situation parce que n'importe qui peut là, réfléchir à qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation-là sans avoir des exemples concrets parlants qui pourraient marquer durant leur entrevue. Mais il y a aussi des avantages assurément aux questions comportementales. C'est vraiment utile lorsque les candidats ont de l'expérience passée dans ce type de rôle parce que ça permet vraiment de mettre en valeur leur expérience pertinente en lien avec chacune des compétences qu'on va évaluer. Et, veux pas, on l'a vu dans la littérature, les comportements passés, c'est vraiment un des meilleurs prédicteurs de la performance en emploi. Donc, vraiment, d'avoir accès à ces comportements-là, ça reste très, très, très bon pour prédire la performance. Donc, c'est sûr que les questions comportementales sont toujours très appréciées. Et aussi, c'est très difficile de mentir dans des questions comportementales parce que ben, c'est toutes des informations qui peuvent être vérifiées une fois qu'on passe à l'étape de la prise de référence. Donc, ça reste toujours très valide, les questions comportementales. Donc, si je résume, en fait, ce qu'on a apporté comme modification aux questions d'entrevue, c'est vraiment, d'une part, des mises en situation pour évaluer le niveau de maîtrise, le potentiel des gens sur différentes compétences. On vous aide aussi à être plus efficace en ciblant c'est quoi les questions qui sont pour les contributeurs individuels, c'est quoi les questions qui sont pour les gestionnaires.
Et aussi, on vous aide à avoir une perspective beaucoup plus holistique de chacun de vos candidats en vous disant: «Et c'est quoi vous devez aller regarder chez chacun de vos candidats tout au long du processus d'entrevue, puis même avant là, dans le CV». Vraiment 3 optimisations pour toujours vous aider à être plus efficace, plus précis, dans vos évaluations. Peut-être avant de poursuivre avec les optimisations au niveau des pistes de développement, j'ai envie de voir si vous avez des réactions écrites, là. Bien entendu, on n'a pas accès au non-verbal, mais à vos réactions, là, justement, par rapport aux questions d'entrevue, de ces optimisations-là, questions, encouragements, commentaires. Peut-être même aussi si vous avez des commentaires sur comment vous voulez les utiliser dans le cadre de votre travail, qu'est-ce que ça génère comme idée, chez vous, n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas non plus à nous faire vos propositions. Si vous remarquez qu'il y a des éléments que vous auriez aimé voir qui ne sont pas encore là, dans ces optimisations-là, on va être très à l'écoute de tout ça. Donc on a un commentaire qui vient d'entrer qui est, très pertinent de distinguer contributeur individuel et gestionnaire dans les questions d'entrevue. D'ailleurs, ça me fait penser, Irène, dans tes questions d'entrevue, toi, comment tu l'as vécu d'avoir cette distinction-là entre les 2? Ben, pour moi, ça a été très facilitant là, d'avoir cette distinction-là. Là. Justement, j'ai pu à me casser la tête de savoir est-ce que ma question s'applique vraiment à un contributeur individuel ou est-ce que ça s'applique à un gestionnaire? Au moins, j'ai d'autres choses à me préoccuper. Puis ça a beaucoup facilité là, mon travail à travers tout ça. Puis j'espère que ça va faciliter le vôtre, là, comme ça, vous aussi, là, maintenant que quand vous allez évaluer des personnes, quand vous allez passer des gens en entrevue, vous n'allez pas passer à travers toute la liste, vous allez pouvoir les cibler plus facilement. Là. Donc, on pourrait poursuivre avec les optimisations au niveau des pistes de développement. Ah, on a une petite question? Ah, oui. Ou un commentaire, je vais le lire. Ce serait très utile pour nos conseillers en acquisition de talent. La notion de gestionnaire et de contributeur individuel est intéressante aussi. Avant, nous devions twister les questions. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, si on peut se sauver du temps en catégorisant le tout, en uniformisant le tout là, pour vraiment vous aider à cibler quand est-ce que je prends telle question ou même quand est-ce que je prends une question de comportementale ou une mise en situation. Donc, c'était vraiment de vous outiller à être plus efficace dans vos différentes évaluations. Parfait, merci Annie et aux personnes qui ont commenté pour vos commentaires. Si on parle des optimisations pour les pistes de développement, nous avons aussi fait trois grandes optimisations pour les pistes de développement. On a ajouté là, maintenant comment on peut pousser son talent plus loin. Donc, on a ajouté la notion là, de travailler avec les forces au lieu de seulement être dans la gestion des écarts. On a aussi catégorisé la section par faire ses compétences là, en s'inspirant du modèle de COP. Là. Donc, est-ce que la personne préfère apprendre ou se développer en expérimentant dans l'action, en réfléchissant, en se posant des questions, là, en observant, en étant plus justement dans une perception d'analyse ou en allant chercher davantage de connaissances. Là. Donc, en allant chercher du contenu là, plus éducatif pour apprendre puis approfondir ses connaissances. Puis on a aussi ajouté dans la notion de piste de développement maintenant des vidéos, des balados, des articles et des livres. Avant, historiquement, on avait juste plus la section livres et articles, si on se rappelle, dans nos pistes de développement. Maintenant, on a rajouté du contenu un petit peu plus dynamique, là, justement, pour chacune de nos 48 compétences. Là. Donc, il y a ces sections-là qui vont s'appliquer pour les nouvelles pistes de développement là, pour pouvoir avoir justement plus de contenu là, qui est riche là, pour les personnes qui souhaitent se développer. Surtout actuel et approprié à notre ère. Tout à fait. Donc, comme je mentionnais, la première optimisation, ça a été l'ajout de la section qui s'appelle « Pousser son talent plus loin ». Donc, pour nous, c'est important. Là, justement, ça fait plusieurs années chez Humans qu'on travaille avec un référentiel de talent, qu'on travaille avec des forces chez les gens, mais nos pistes de développement ne reflétaient pas nécessairement, justement, tout le côté force, talent des gens.
Donc, on a décidé justement de rajouter cette section-là pour donner des pistes de développement, pas des pistes de développement, comment on pouvait propulser son talent un petit peu plus loin, là, comment on peut l'utiliser. Puis, souvent, les gens se demandent pourquoi on devrait faire ça, pourquoi on devrait propulser nos forces. Puis, en fait, la littérature est assez claire là-dessus, là. La première raison pourquoi on devrait propulser nos forces, là, c'est que ça permet une meilleure utilisation de nos forces dans un contexte diversifié. Donc, on peut davantage les utiliser ailleurs. On peut justement aller chercher des mandats variés en travaillant sur nos forces. Donc, on peut aller chercher là, justement une diversité là, de mandats dans notre travail là, à travers tout ça. Ça entraîne aussi une meilleure performance et une meilleure réalisation au travail, là. Les gens là, sont plus performants parce qu'ils travaillent sur quoi ils sont bons. Ils vont vivre un meilleur niveau de confiance en eux. Ils vont vivre un meilleur niveau là, justement là, d'acquisition, de maîtrise. Ils vont se sentir mieux. Puis ça permet évidemment là, de favoriser un meilleur bien-être et un bonheur accru au travail, là. Les gens vont se sentir plus engagés, ils vont avoir plus de sens dans leur travail, ils vont vivre plus de satisfaction. Donc, à pouvoir travailler sur son talent au lieu de travailler seulement sur des points de vigilance permet vraiment là, de miser sur l'individu dans son développement. Puis, la personne va moins se sentir là, justement en position d'échec là, à travers tout ça. Puis, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte où les gens ne restent pas dans les organisations, c'est un bon moyen, là, justement, d'attraction puis de rétention, là, de pouvoir travailler avec leur force. Puis en fait, je suis super d'accord. On a un commentaire justement que c'est super intéressant et pertinent. Puis, tu sais, moi, dans mes rétroactions, quand j'ai l'opportunité de pouvoir parler de ces forces-là, puis d'envoyer des pistes de développement basées sur les forces, je trouve vraiment que ça fait des rétroactions avec un plus bel impact, là. Donc, ça belle valeur ajoutée dans le cadre de mon travail. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, on a quand même, il y a quand même une portion dans les pistes de développement qui est plus dans faire ses compétences. Comment on peut s'améliorer là, quand on n'est pas dans un niveau de maîtrise là, qui est attendu. Donc, on a séparé les sections pour qu'elles soient en fonction de qu'est-ce que la personne va rechercher, là, comment elle préfère apprendre, comment elle préfère se développer. Est-ce qu'elle préfère se mettre dans l'action, donc s'entraîner et expérimenter. Donc, on propose des pistes. Ce sont aussi, les listes sont un petit peu plus concises que les pistes de développement avant qu'on avait parce que les gens se sentaient se sentaient très envahis par une liste de développement là, qui pouvait en avoir 25 dans une piste, puis ils ne savaient plus où donner de la tête. Là. Donc, on a plus réduit le nombre de pistes de développement à travers nos nouvelles pistes pour les cibler les plus importantes et les plus pertinentes pour la personne. Donc, comme je mentionnais, là, on est dans l'action, on peut aussi stimuler la réflexion, là, donc un petit peu plus dans l'introspection, dans l'observation, dans l'analyse. Puis, il y a aussi la section, là, la dernière section qui est approfondir ses connaissances. On a toutes revu la section qui est approfondir ses connaissances. Puis Annie, oui, parfait. Donc, on a tout changé la section approfondir ses connaissances. Là, justement, on a mis une équipe de consultants en psychologie organisationnelle là-dessus où ils ont épluché là, les meilleures données, les données les plus probantes là, pour aller chercher là, justement les sources qui étaient les plus pertinentes là, en fonction de chacune des compétences. Là. On se rappelle, on a quand même 48 compétences, puis on a pour chacune des compétences, on est proche entre 10 et 15 contenus là, qui est présenté. Là. Donc, ça a été un gros travail de recherche là, de notre équipe là, qui ont sélectionné en fonction là, justement de la pertinence, en fonction aussi de la crédibilité de l'auteur. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit ça sur le coin d'une table ou c'est quelqu'un qui a vraiment fait des recherches, qui s'est basé là, justement sur plein d'informations? Est-ce que c'est aussi d'actualité? Donc, toutes nos pistes là, sont présentement moins de 10 ans. Donc, ce sont les pistes les plus récentes qu'on peut aller chercher pour que ça reflète encore la pertinence parce que on le sait, l'environnement de travail bouge beaucoup. On est dans un environnement qui est en constante évolution. Là, donc, il y a peut-être des fois des données, des articles, du contenu qui étaient disponibles il y a 25 ans ne s'adaptent pas nécessairement là, à notre nouvelle réalité, là, par exemple, comme celui du télétravail. Donc, on vient aller chercher quelque chose qui est plus adapté puis plus à l'écoute là, du marché.
super intéressant. Puis en fait, Irène, on a un commentaire aussi très intéressant dans nos chats, en fait, sur des optimisations qu'on pourrait faire dans le futur, que je pourrais peut-être entendre par rapport à ça. C'est, on nous mentionne qu'il pourrait être intéressant d'avoir une section sur les zones de vigilance en lien avec les impacts de la présence excessive de certaines compétences. Donc, quand des compétences sont comme trop présentes, comme ici, on a la nonchalance qui peut être perçue comme pour une personne qui a une excellente gestion du stress. Quand la gestion du stress est trop élevée, la personne n'a quasiment pas de chance de l'urgence. Ben, c'est vraiment un bon point, en fait, tout à fait. Je crois que, tu sais, chaque force a un pendant. Donc, c'est un petit peu, je pense que c'est un bon point de pouvoir l'ajouter. Là. Je le prends en note là, pour une future optimisation là, de qu'est-ce qu'on fait là, justement quand on est dans une force excessive, là, tout à fait, là, comme qui a été mentionné. Trop, c'est comme pas assez. Exact. Donc, la valeur ajoutée des optimisations. Donc, si on résume un petit peu, là, qu'est-ce que ça vous apporte, là, ces nouvelles optimisations-là sur les pistes de développement? Bien, c'est de pouvoir miser sur les forces, de pouvoir permettre aux gens là, de se déployer puis de déployer leur plein potentiel, de vivre des succès au travail, de contribuer à leur épanouissement, au bien-être et à leur bonheur. Puis pour quand on est plus dans faire ses connaissances, bien, il y a maintenant une meilleure catégorisation en fonction là, justement de qu'est-ce que la personne préfère pour son développement. Donc, ça va lui permettre là, justement de pouvoir cibler des pistes qui sont en fonction de ses préférences d'apprentissage. Puis, comme je mentionnais là, tout à l'heure, moi, je salue l'équipe qui a travaillé sur la recherche là, documentaire pour les données probantes parce que c'est un travail de vigie, c'est un travail de moine. Là, donc, on a du contenu qui est vraiment pertinent, qui est disponible pour vous, puis qui est vraiment basé sur les meilleures pratiques, puis les plus pertinentes là, pour chacune des compétences. Là. Donc, on a des moyens qui sont diversifiés, on n'est plus juste dans la lecture, on est aussi avec des balados, des vidéos, puis on est aussi dans du contenu qui est riche et pertinent là, pour les personnes qui souhaitent se développer. Puis en fait, on a une question pour vous par sondage. Là, vous venez de découvrir la plupart, en fait, nos optimisations pour le moment pour les différents outils. Donc, on serait intéressé de savoir quelles optimisations apportées au modèle de compétences humaines vous aideront le plus dans votre quotidien. Donc, je vais laisser les réponses se cumuler, puis après ça, je vais les afficher. En ce moment, on voit beaucoup de variabilité, donc dépendant d'où vous venez, les intérêts sont différents en fonction sûrement de vos différents besoins, la façon dont vous utilisez déjà vos outils chez vous. Donc, je vois que ça bouge un peu moins, donc les réponses devraient être complètes. Je vais laisser encore 2-3 secondes. Parfait. Donc, vous voyez bien mes réponses. Irène, tu vois bien les réponses à l'écran? Moi, je les vois, mais je ne sais pas si tout le monde les voit. J'ai pesé sur partager, donc ça devrait. Okay. Sinon, parle-en de façon très détaillée pour qu'ils s'imaginent qu'est-ce qu'ils verraient. Oui, ben, je vois que dans le commentaire, vous voyez bien les réponses. Okay. Donc, la réponse la plus populaire là, en ce moment, c'est les mises en situation là, pour les questions d'entrevue. Là. Donc, effectivement, ça semble répondre à un besoin qu'on n'avait pas, que le référentiel n'avait pas là, auparavant, parce que, comme on l'a pu l'entendre par certains commentaires, que vous aviez plus à les twister, justement, que certaines questions. Là, je pense que ça vient ajouter une grande valeur ajoutée là, pour vous. Puis sinon, il y a aussi la catégorie dans les sections par faire ses connaissances, là, de pouvoir les séparer là, par préférence d'apprentissage. Ça aussi, ça semble ex aequo avec le nouveau contenu proposé dans les pistes de développement. Donc, on est très content de savoir que ça va venir aux outils. Puis c'est intéressant de pouvoir voir que pour certains, c'est les questions d'entrevue, pour d'autres, c'est les pistes de développement. Exact. Super. Puis, ben, nous, on a quelques recommandations à vous faire dans le cadre de votre travail sur comment utiliser le tout. Donc, d'une part, en fait, première recommandation, c'est vraiment
peut-être de prendre le temps de s'approprier les nouvelles angles comportementales. Irène vous a parlé de 3 changements qu'on a faits. Des fois, c'est dans la subtilité, mais cette subtilité-là peut faire quand même la différence dans vos évaluations, des questions d'entrevue. Donc, on vous invite à les lire, à en prendre connaissance. On est là pour répondre à vos questions si vous êtes curieux d'en savoir plus. Après ça, on vous invite à compléter vos guides actuels et futurs, des observations clés que vous pourriez faire tout au long de l'entrevue, des questions spécifiques par niveau de poste. Donc, c'est aussi de voir ben, quand est-ce que vous voulez mettre des mises en situation en fonction des différents besoins que vous allez avoir, des différents euh, niveaux de connaissances, d'expérience de vos différents candidats. Et on vous invite aussi à vous centrer sur un maximum de 3 objectifs pour pas trop dilater les efforts de vos candidats puis de vos employés internes dans trop de sources de potentiel développement. Donc, on vous dit de vous concentrer sur 2 talents à propulser et sur 1 heure de développement. Donc, dans les prochaines étapes, là, nous, comme on vous dit, on veut toujours rester à l'affût. On veut optimiser constamment la plateforme du référentiel en ligne. Là. Donc, on va vous envoyer un sondage à la suite du webinaire là, pour collecter vos réponses, pour collecter aussi vos impressions par rapport au changement et savoir quel serait le prochain pas à mettre en place là, dans la plateforme pour que ça soit encore plus aligné en fonction de vos besoins. Mais on a déjà des chantiers qui sont en travail là, justement pour vous offrir davantage d'outils. Donc, d'ici la fin de l'été, là, au mois de septembre, là, vous allez pouvoir aussi avoir accès à une section qui va s'appeler Outils, où on va vous partager le référentiel de talent immense. Le référentiel de talent immense va vous permettre là, justement de encore plus miser sur l'approche par talent, propulser les forces. On va mettre aussi des outils de plan de développement individuel pour pouvoir vous aider là, justement à accompagner vos personnes là, justement dans leur développement. On va proposer des profils de compétences qui vont être préprogrammés dans votre plateforme là, justement pour savoir quel profil type pour un gestionnaire, quel profil type pour un professionnel rôle conseil, par exemple. Donc, ils vont être déjà présents dans votre plateforme. Là, comme ça va pouvoir, vous allez pouvoir partir de cette base-là pour en rajouter si vous le souhaitez. Les profils qui sont suggérés sont issus d'une vigie là, qui a été faite là, par aussi une équipe d'experts que je salue la rigueur là, pour développer justement qui sont les meilleurs, quelles sont les compétences les plus appropriées pour les différents niveaux de poste. Puis, on va rajouter aussi des outils en lien avec des dérailleurs. Là. Un peu comme tout à l'heure, on mentionnait la personne là, qui posait qu'est-ce qu'on peut faire avec les forces excessives, les points de vigilance. Bien, les dérailleurs, ça va être c'est un peu dans ce lien-là, là, justement. Là. Des fois, c'est une force qui est poussée à l'extrême. Qu'on est plus sous pression ou qu'on est trop confortable, là, comment on se comporte, ben, on va rajouter des outils qui vont être en lien là, justement à comment on peut comment mieux contrôler nos dérailleurs là, quand on est en situation de stress. Donc, parfait. Donc, ça nous amène à la question, à la section questions ou commentaires. Donc, c'est vraiment le temps de poser vos questions. Donc, j'en vois une qui vient d'arriver. Donc, allons-nous pouvoir avoir le détail des changements relativement rapidement? Je donne demain une formation sur le référentiel à une équipe interne de partenaires RH. Ben, on va essayer de vous l'envoyer effectivement d'ici la fin de la semaine. Là, je ne sais pas si demain, votre rencontre elle est au départ ou en début de journée ou en après-midi, mais on va essayer de rendre le contenu le plus rapidement possible. Pendant que d'autres questions rentrent, il y avait eu certainement de questions qu'on s'est déjà fait poser, que je pourrais peut-être commencer à te poser, Irène, qui est si je veux évaluer une personne qui n'a jamais eu d'expérience de gestion, est-ce que je suis mieux de lui poser une question pour gestionnaire ou un autre type de question? Ben, mon réflexe, ça serait de dire, de poser une question en mise en situation pour mieux mesurer justement les réflexions, les réflexes de gestion, pour savoir si elle a au moins la base, le potentiel pour poursuivre. Là. Donc, si la personne n'a pas cette expérience-là, ben, l'important, c'est de savoir est-ce qu'elle a les connaissances pour bien performer? Est-ce qu'elle a les notions théoriques pour le faire? Donc, si la personne n'a pas d'expérience de gestion, selon moi, c'est mieux de poser des questions de mise en situation pour aller voir le potentiel et les connaissances de la personne.
Ah OK, oui, plutôt que d'aller prendre juste une question de niveau gestionnaire, là, on est peut-être mieux d'y laisser un peu plus de chance avec les mises en situation. Tout à fait. Super. Est-ce que, pour les compétences comme la capacité de synthèse, suggérer d'avoir comme une question sur la capacité de synthèse dans les directement, puis aussi de regarder les notes de l'intervieweur sur cette même compétence-là? Ou est-ce que je devrais juste regarder les notes de l'intervieweur? Je me demande à quel point il faut que j'utilise les notes de l'intervieweur plus une autre question. Mmh. Ben, ça serait, ma réponse va être un peu plate, mais ça va dépendre. Donc, si c'est une compétence clé là, qu'on considère que, c'est vraiment primordial que la personne maîtrise la compétence en poste, c'est sûr qu'on va suggérer d'aller chercher le plus d'informations possible, donc une mesure plus multisource. Donc, on va poser une question d'entrevue, on va se fier aussi aux notes de l'intervieweur, donc ça va permettre là, justement de venir conjuguer l'information avec, plus de contenu. Alors que si c'est pas une compétence clé, si c'est juste une compétence qu'on trouve que c'est un nice to have pour le poste, on considère que le niveau de maîtrise est un petit peu plus bas, bien, juste les notes de l'intervieweur pourraient être suffisantes. Comme ça, on n'aura pas à rajouter dans notre question Mmh. d'entrevue, notre canevas, on va pas poser plus de questions que pas assez. Donc, juste les notes de l'intervieweur pourraient être intéressantes là, pour avoir un indicateur de la personne par rapport à la compétence. OK, fait que dans le fond, si c'est pas une compétence clé pour l'expérience candidat, on limite le nombre de compétences, puis on s'en tient aux notes de l'intervieweur. Exact. OK, super. Puis une autre question qu'on a déjà eue régulièrement, pourquoi vous recommandez de travailler sur 2 talents et 1 heure de développement, dans les recommandations d'experts? C'est une excellente question, Annie. Ben, tu sais, effectivement, là, je pense que c'est la recommandation que je donne tout le temps, mais je ne prends jamais le temps de l'expliquer, puis les gens me font confiance, là, donc tant mieux. Je vous remercie pour cette confiance. Mais pourquoi on travaille sur 2 talents, puis plus un art de développement et pas l'inverse? Fait que c'est plus facile de travailler sur ses talents. C'est plus facile aussi de se propulser dans notre développement. Puis, ça va créer plus de motivation à la personne pour pouvoir se développer. Donc, parce qu'elle n'est pas tout le temps en situation d'échec. Donc, on est tout le temps plus en mode, justement, comme, ben, je vis des succès, puis je vis aussi des fois des échecs parce que je travaille sur mon art de développement, mais je vis sur justement, mes succès pour Mmh. me gratifier dans mon développement. Ah, c'est beaucoup plus, mobilisant. Tout à fait. Donc, il ne me semble pas y avoir d'autres questions. Donc, je vais prendre le temps, là, justement, là, on venait de sauver presque un 10 minutes, un petit peu plus de 10 minutes là, pour le reste de la journée. Je vais prendre le temps de vous remercier pour votre présence. Ça a été très agréable de semi vous côtoyer aujourd'hui. J'espère que les optimisations vont vous être très pertinentes. On va, comme je vous ai mentionné au début de la rencontre, c'était un enregistrement, donc on va rendre disponible aussi l'enregistrement aux personnes qui n'étaient pas disponibles. Si jamais il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions sur les optimisations, s'il y a des questions aussi en fonction de la plateforme, s'il y a des éléments techniques, vous avez nos coordonnées à l'écran là, pour nous contacter. Là, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, comme je vous ai mentionné, là, les optimisations ont déjà été certaines optimisations ont déjà été mises en place sur la plateforme. D'autres optimisations vont venir au début de la semaine prochaine. Puis, pour le contenu, on va vous envoyer ça le plus rapidement possible d'ici la fin de la semaine, là, idéalement. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour la formation d'aujourd'hui. S'il y a quoi que ce soit, Annie et moi, on va rester disponibles pour répondre à vos questions.